Kamchatka, à l'extrémité orientale de la Russie, l'un des derniers paradis naturels sur Terre. Ceux qui vivent ici se contentent de peu, mais ils exercent souvent un métier insolite. Celui d'Alexeï Maslov consiste à compter les saumons. Environ 200 fleuves et rivières coulent au Kamchatka. Alexeï Maslov les survole chaque été. Les saumons, convoités par les hommes et par les ours. Alexeï Maslov et le pilote mettent au point le programme de la journée. Première étape, cap sur le fleuve Kol, à 50 km de là. Les deux hommes communiquent par la radio de bord. En vue, l'un des 160 volcans de la péninsule. Une trentaine de ces volcans crachent de la vapeur d'eau, de la fumée, des cendres et du soufre. Les plus hauts culminent à 4000 mètres. Le Kamchatka se trouve à l'extrême est de la Russie, à 12 000 km de Moscou. 1250 km de long, 250 km dans sa partie la plus large, un peu plus que la superficie de l'Allemagne. Les prévisions météorologiques sont mauvaises. Le fleuve Kol. En cette fin de septembre, un grand nombre de saumons ont déjà atteint leur site de ponte à l'intérieur de la péninsule. Alexeï veut vérifier s'ils sont encore nombreux à remonter les cours d'eau. Comment fait-on pour compter des poissons depuis le ciel? C'est difficile à expliquer. Ce n'est pas vraiment un décompte. C'est une évaluation visuelle des populations de saumons qui remontent les cours d'eau et qui arrivent dans les frayères. Globalement, on arrive à faire une estimation assez précise, d'autant plus que je compare régulièrement mes observations avec celles de mes collègues à terre. L'hélicoptère Mi-8 survole les cours d'eau à 100 km/h et à une altitude de 70 à 100 mètres. Il faut avoir l'œil expert pour distinguer les poissons dans l'eau. Pas de banc de saumon à l'horizon, seuls quelques retardataires. Et la visibilité se dégrade de plus en plus. Cela fait 14 ans qu'Alexeï compte les saumons pour l'Institut national de la pêche et de l'océanographie du Kamchatka. Les données qu'il relève permettent au ministère de la Pêche d'établir les quotas de l'année suivante. Le suivi scientifique des populations de saumons et leur observation par hélicoptère ont débuté dans les années 1970. Après 2 ou 3 heures de vol dans ce vacarme assourdissant, Alexeï et l'équipage ont besoin de mettre leurs oreilles au repos. Alexeï ne part jamais sans sa canne à pêche. Il profite de ses pauses pour lancer la mouche.
Les cours d'eau du Kamchatka hébergent 6 espèces différentes de saumons. Voici un saumon koho, un excellent poisson. Quand vous le faites cuire à la poêle, il mijote dans sa graisse. Un poisson délicieux. Celui-ci vient juste de quitter l'océan. Les saumons koho sont moins nombreux que les saumons rouges. Cette espèce remonte tard dans l'année, jusqu'en novembre ou en décembre. Celui-ci doit faire dans les 3 kg, 3,5 kg. C'est un très bon poisson. Il va passer à la casserole. Alexei est hydrobiologiste de formation. Après ses études à Vladivostok, il est venu au Kamchatka, le pays des saumons et des pêcheurs. Alexei vit ici depuis 25 ans. Il est très attaché à cette région, plus qu'à aucune autre. Qui sait pourquoi on aime tel ou tel endroit? Il y en a qui aiment le Kamtchatka, d'autres le Sahara, d'autres Moscou ou encore Berlin. Avant, on était complètement libre. C'est fini maintenant. Il y a plus de monde, plus de techniques. Les relations entre les gens ont changé. C'est la mondialisation. Le temps continue de se dégrader. Les pilotes jugent la visibilité trop mauvaise. Alexei doit renoncer à compter les poissons depuis le ciel. En attendant, il comptera depuis le sol le nombre de saumons qui arrivent de l'océan et remontent les cours d'eau. L'hélicoptère met le cap sur le lac Kouril, le camp de base du compteur de saumon. À l'époque soviétique, le Kamchatka était une zone militaire interdite. La faune et la flore y ont été particulièrement préservées. 440 000 habitants vivent ici, la majorité dans l'une des 4 villes de la péninsule. L'hélicoptère est le seul moyen de transport en commun. Il arrive qu'Alexei sillonne la région plusieurs jours d'affilée sans apercevoir la moindre habitation ni la moindre route. Le plus dur dans la région, ce sont les conditions météorologiques. Le Kamtchatka est une contrée rude. Le temps peut changer 3 fois par jour. Vous décollez d'un côté de la péninsule par un temps radieux et vous arrivez de l'autre côté sous la pluie. Comme aujourd'hui, par exemple. Actuellement, il pleut, le plafond est bas, la visibilité limitée. C'est comme ça presque tous les jours. Le lac Kouril se situe dans le sud de la péninsule. D'une surface de 77 km², il est le plus grand lac du Kamchatka, 2 fois plus grand que le lac du Bourget, à peine plus petit que le lac de Zurich. Il est aussi la plus importante frayère de saumon du Pacifique de toute l'Asie du Nord. Alexei rejoint le centre de recherche et d'observation des saumons du Kamchatka, son camp de base.
Dans cette région isolée, les denrées alimentaires et le matériel sont acheminés par hélicoptère. Katia Lipinskaya est l'épouse d'Alexei Maslov. Avec le saumon fraîchement pêché, elle prépare une oura, une soupe de poisson russe. L'équipage de l'hélicoptère a besoin de reprendre des forces avant de repartir. La soupe est fameuse. L'équipage doit être ce soir à Petropavlovsk, chef-lieu du Kamtchatka, et il faut compter 2 heures de vol. Le campement des chercheurs consiste en quelques maisons de bois perdues dans la nature. 11 personnes y travaillent en été. En hiver, Alexei vient de temps à autre pour vérifier l'état de la station. Le campement est protégé de l'intrusion des ours par une clôture électrique. Ces 2 jeunes ours bruns aimeraient bien se joindre au groupe de chercheurs. Ils rôdent en permanence autour du campement. Ils ont probablement perdu leur mère. Les chercheurs leur ont donné un nom. Misha et Masha. Chaque matin, à 8 heures précises, réunion. Alexei, Katia et les autres membres de la mission, des biologistes, des ichtyologistes et des étudiants, se répartissent les tâches de la journée. Alexei est le responsable de la station. L'une des tâches consiste à vérifier le barrage à saumon. Il arrive que des ours éventrent la palissade durant la nuit. Le lac accueille en majorité des saumons rouges. C'est là qu'ils sont nés, c'est là qu'ils reviennent pour frayer après avoir traversé la mer de Bering. Ils pèsent alors environ 3,5 kg. Ce barrage de 100 mètres de large coupe l'unique accès à l'océan. Il est un passage obligé pour les saumons qui rejoignent le lac entre juin et septembre. Et c'est ce qui permet de les compter. Alexei est préoccupé. On est fin août.
D'immenses bancs de saumon sont censés remonter les cours d'eau. Or, Alexei n'en a pas vu, ni depuis l'hélicoptère, ni depuis la rive. Les saumons qui frayent dans le lac Kouril y sont nés 5 ou 6 ans plus tôt. Ils reviennent ici pour se reproduire. Il est 9 heures. Comme chaque matin, ouverture des portes sous-marines du barrage. Mais les poissons qui entrent sont rares. Les chercheurs estiment que le lac contient 1 million de saumons. C'est 2 fois moins que les années précédentes à la même période. Personne ne s'explique pourquoi. Le comptage sur le barrage se fait manuellement. C'est un boulot d'étudiant très convoité. 300 € pour 3 mois, nourri et logé en pleine nature. Rares sont les saumons du lac qui arborent encore leur livrée grise. Leur corps devient rouge et la tête des mâles verdit et prend la forme d'un crochet. Pendant la période de reproduction, les saumons ne mangent plus. Ils vivent sur leurs réserves de graisse. Bientôt, les femelles creuseront des nids dans le gravier qui tapisse le fond. Après la ponte et la fécondation, les saumons rouges meurent. Les scientifiques n'expliquent pas ce phénomène propre aux saumons du Pacifique. Leurs cadavres se décomposent et intègrent la chaîne alimentaire du lac en nourrissant le plancton et divers nécrophages. Alexei et son épouse ont un invité. Sergueï Gorchkov est photographe et vit à Moscou. Il vient leur rendre visite chaque été. Katia est biologiste. Alexei était jeune quand il a fait sa connaissance ici, sur les bords du lac Kouril. Il est carbonisé de ce côté. Retourne-le. Il sera parfait. Parfois, je maudis Alexei, parce qu'il voyage énormément. Il faut faire avec. Mais je suis toujours très contente de le retrouver. Je n'ai pas peur pour lui, car mon amour le protège. Ça vaut un toast. Et aujourd'hui, nous fêtons nos 24 ans de vie commune. Nous nous sommes mariés il y a 24 ans, ici même. Il y avait ici un petit bâtiment, une sorte de hangar qu'on appelait la taverne. C'est là que nous nous sommes mariés. Il y avait une 50aine d'invités, peut-être plus. Je me demande encore comment ils ont fait pour arriver jusqu'ici. Toute ma vie est liée à cet endroit. Pour quelle raison? Je suppose que c'est le destin. J'ai 45 ans et j'en ai passé 25 ici. Un convive silencieux se tient discrètement à l'écart.
C'est un cadeau que m'ont fait des amis. Ils me l'ont offert pour mon anniversaire. Les touristes me demandent toujours si c'est par nostalgie du passé. Je leur réponds non, c'est parce qu'en hiver, je vis seul ici. Je n'ai personne à qui parler, avec qui boire un coup, à part mon petit Lénine. Plus personne n'a de buste de Lénine dans son jardin. Moi, si. Il est là, en hiver, sous la neige. Il ne dit pas grand-chose, c'est vrai. Mais je sais qu'il me comprend. Ozernoye est un village de pêcheurs. Il se trouve à 40 km à l'ouest du lac Kouril, sur la mer d'Okhotsk. Il est traversé par le fleuve du même nom qui relie le lac Kouril à l'océan. Chaque année, les pêcheurs sont à la fête. D'immenses bancs de saumon passent là, arrivant de la mer de Bering, pour aller pondre dans le lac Kouril. Normalement, fin août, la saison de la pêche est terminée. Or, cette année, les saumons étant peu nombreux à passer l'embouchure, la saison a été prolongée par les autorités. Les pêcheurs s'en réjouissent, mais les saumons ne sont pas au rendez-vous. Si les poissons n'arrivent pas, on ferme tout et on part. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ici? Nous sommes payés et nourris. Ça fait des coûts sans bénéfice. Ça ne marche pas comme ça, le capitalisme, hein? À midi, les alentours du fleuve commencent à s'agiter. Un petit banc de saumon a été aperçu à l'embouchure. Nikolai Podchoukalin tire sa barque à filet 300 mètres en amont. Chaque entreprise de pêche dispose d'une portion de rive et peut pêcher jusqu'au milieu du fleuve. L'autre rive est subdivisée à l'identique. Le saumon, c'est toute notre vie. Pour l'instant, il y en a encore suffisamment. Un gros banc est en train de remonter. C'est bon pour nous. Si le saumon n'est pas au rendez-vous, on est mal. Pour l'instant, ça va. Nikolai connaît le fleuve par cœur. Il sait quand jeter le filet pour capturer le maximum de saumon. Il faut remonter le filet le plus rapidement possible pour éviter que trop de poissons ne s'échappent. La plupart des hommes ne sont pêcheurs que quelques semaines par an. En travaillant ici toute la saison, ils peuvent empocher jusqu'à 5 000 $. La somme est fixée en fin de saison au prorata de la prise totale réalisée par le patron. Depuis les années 70, les effectifs de saumon au Kamtchatka sont relativement stables. Tout comme les quotas de pêche fixés en moyenne à 150 000 tonnes par an selon les prévisions d'Alexei. Cette année pourtant, les pêcheurs n'en ont capturé que 100 000 tonnes. Ce n'est pas encore préoccupant pour les pêcheurs, mais les scientifiques aimeraient bien savoir où se cachent les saumons manquants. Cette prise appartient à la fabrique numéro 50. Elle est l'une des sociétés privées installées à Ozernoye qui remplacent les combinats nationaux de l'ère soviétique. La société numéro 50 est russo-néerlandaise. Son activité, le traitement et la congélation.
Cette année, la société s'est vue attribuer un quota de 4000 tonnes, un droit payable à l'avance, et elle a bien du mal à atteindre ce quota. Ozernoï est un village perdu dans l'extrême sud du Kamtchatka. En été, il n'y a qu'un moyen de s'y rendre, en hélicoptère ou par bateau. Dans la baie sont ancrés des navires frigorifiques pour l'exportation des saumons, des pétroliers et de temps à autre un cargo. La pêche étant maigre, les navires frigorifiques sont moins nombreux. Entre-temps, les scientifiques ont repéré les fameux bancs de saumon qui manquent à la pelle. 35% des saumons du Kamtchatka ont poursuivi leur route plus au sud, un phénomène qui se produit une fois tous les 15 ans. Une des raisons invoquées, l'eau des côtes du Kamtchatka serait cette année plus fraîche d'1 demi-degré. Les saumons ont donc préféré l'île de Sakhalin, qui enregistre un record d'affluence. Le lendemain, Alexei part de bonne heure pour une petite inspection. Le lac Kouril est d'origine volcanique. Il est né du brusque effondrement d'un cône qui a laissé un cratère immense appelé caldeira. Il est profond de 300 mètres et rempli d'eau depuis 10 000 ans. L'eau qui ruisselle des volcans environnants l'alimente continuellement. Alexei croise le bateau de Vassili Maximov et de ses collègues. Chaque semaine, ils analysent la qualité de l'eau, relèvent sa température et prélèvent des échantillons d'eau et de plancton à différentes profondeurs. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien noté d'alarmant, rien qui révèle que ce très vieil écosystème soit menacé. Mais l'industrialisation récente du Kamtchatka menace le lac Kouril. Plusieurs entreprises russes ont proposé d'exploiter les roches des rives du lac. Elles sont en tuf, un matériau de construction très demandé et qui rapporte gros. L'exploitation du tuf créerait des emplois pour de nombreuses années. Par ailleurs, d'autres groupes d'intérêt préconisent d'ajouter des fertilisants chimiques dans le lac afin d'augmenter les effectifs de poissons. Personne ne connaît l'écosystème complexe du lac Kouril aussi bien que Katia, la femme d'Alexei. Depuis 1981, elle fait des recherches sur le maillon le plus sensible de la chaîne alimentaire du lac, le phytoplancton. Je suis totalement opposée à l'emploi de fertilisants dans le lac, en tant que scientifique et en tant que citoyenne de ce pays. J'ai publié un article sur la question. Malheureusement, je ne suis pas soutenue par nos responsables scientifiques. Ce sont des adeptes de l'expérimentation. Tiens, et si on fertilisait le lac pour voir ce que ça donne? C'est n'importe quoi.
Ce n'est pas un simple étang que l'on peut vider et nettoyer à volonté. À l'entrée du barrage, les chercheurs capturent des saumons. Chaque semaine, ils en sortent une centaine pour les soumettre à des analyses. Alexei assiste à l'opération. Ces spécimens nageaient il y a 2 jours encore dans la mer d'Orotsk. Ils n'ont pas encore pris leur teinte rouge caractéristique. L'étude des saumons est dirigée par le biologiste Sergueï Travin. Il est assisté par des étudiants. 3,3 kg. Nous faisons une étude sur le saumon rouge. Nous nous intéressons à la fécondité des saumons qui viennent frayer ici. Nous les mesurons, nous les pesons. Nous pesons les œufs et la laitance. Nous évaluons leur état général. 60 cm. Les saumons sont moins nombreux cette année, mais rien ne semble indiquer aux biologistes que cela soit dû à une pollution de l'environnement. L'alerte est donnée. Un ours a été repéré au barrage. Alexei s'y rend avec Vassili Maximov. Il est chasseur d'ours et chargé de la sécurité de la station scientifique. Ce grand mâle a été attiré par l'odeur du petit laboratoire situé à l'avant du barrage à saumon. Au barrage, les hommes ont interrompu le travail. Ils attendent Alexei et Vassili, respectivement armés d'un fusil et d'un appareil photo. Les oursons Misha et Masha préfèrent filer en douce. Les mâles peuvent se montrer très agressifs envers les jeunes. La situation est délicate. L'ours est à moins de 2 mètres du laboratoire. Il est capable de le renverser d'un seul coup de patte et de tout mettre à l'eau. Alexei adore photographier les animaux sauvages, une passion périlleuse. Un jour, je me suis retrouvé un peu trop près d'une ours et elle a voulu défendre ses oursons. Les jeunes jouaient, couraient à droite, à gauche. Puis je me suis retrouvé entre la mère et ses petits. Dans ces cas-là, les mères attaquent. C'est ce qui m'est arrivé ce jour-là. J'ai bondi en arrière. Heureusement, j'ai buté contre un petit arbre. Il a ployé et l'une de ses branches est partie en l'air, ce qui a effrayé l'animal.
Sans cette branche, l'ours m'aurait dévoré. On va essayer de l'effrayer avec une fusée. Il a au moins 15 ans. Il n'est pas particulièrement dangereux, mais il est massif. Il a une force extraordinaire. Il sent l'odeur de la nourriture et il a faim. Ça se voit parce qu'il bave. Il est capable d'attendre longtemps et de se ruer tout à coup sur la nourriture qu'il convoite. Gare à celui qui se trouve sur son passage. Il pèse au moins 300 ou 400 kilos. Bon, on essaie? L'ours ne tarde pas à revenir sur ses pas. Vassili veut l'empêcher d'endommager le barrage. L'ours découvre soudain qu'il y a des saumons à l'entrée du barrage, et en quantité. Il lui suffit de plonger pour se rassasier. Un ours consomme jusqu'à 15 saumons par jour, soit une cinquantaine de kilos de protéines. Richement nourris, les ours bruns du Kamchatka sont plus gros que les grizzlies, leurs cousins d'Amérique. Ils vivent environ 30 ans. Cet ours rôde par là depuis le printemps. C'est pour ça qu'on a rajouté une clôture électrifiée sur la clôture classique. Il sait très bien où elle est. Généralement, il ne s'en approche pas. En plus, il a peur des hommes. Mais il arrive que des animaux qui ne connaissent pas la clôture électrique passent à travers et pénètrent dans l'enceinte. Il faut toujours être sur ses gardes. Les photos d'animaux d'Alexeï sont célèbres en Russie. Son ami Sergueï l'aide à choisir ses meilleurs clichés pour une exposition. Photographier des ours, c'est très particulier. L'animal est dangereux, toujours sur le qui-vive, très rapide. Chaque image, chaque seconde est intéressante. C'est passionnant pour celui qui fait la photo. Si en plus celui qui la regarde y trouve son compte, alors la satisfaction est double pour le photographe. Ça, c'est presque une scène de la vie quotidienne. Deux chiens essaient de repousser un ours qui aimerait bien s'approprier un canot. Ils étaient tous les trois très fâchés, et moi aussi d'ailleurs, parce que les chiens et le canot étaient à moi. Alexeï a ainsi immortalisé des rencontres exceptionnelles, notamment avec des espèces rares ou menacées d'extinction, tel ce pigargue de Steller, un grand rapace diurne qui ne vit que dans la région.
Telle aussi cette zibeline que l'on ne croise que très rarement. Nous sommes dans l'un des rares endroits de la planète qui n'a pas encore été trop touché. Mais c'est en train de changer. On commence à s'intéresser aux gisements de pétrole, on est en train de construire un gazoduc et l'exploitation de certains filons d'or est à l'étude. C'est inquiétant. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les ressources renouvelables. On estime que quelques mesures de protection de la nature suffisent. Mais le vivant, c'est le vivant. Tandis que le pétrole et l'or ne se renouvellent pas. Ils sont transformés en essence et en bijoux. Bientôt, il n'y aura plus de place nulle part pour la faune sauvage. Ce soir, Alexei se détend. Un banja, un bain de vapeur à la russe. Ça détend. C'est bon pour la santé. Après, on se jette dans le lac. C'est super. On se fouette avec des branches de bouleau. C'est comme un massage. Ça fait circuler le sang et ça ouvre les pores de la peau. Les Asiatiques se massent mutuellement. Chez nous, on se masse à grands coups de rameaux de bouleau. J'aime bien faire ça. Ça défoule de taper sur un ami. C'est bon, repose-toi. Le lendemain, Alexei tente de joindre par téléphone la compagnie d'hélicoptères. Le temps s'est amélioré. Il aimerait inspecter quelques cours d'eau. Иваныч? Саш, доброе утро, Маслов. Значит, у меня погода сплошная верхняя облачность, видимость более 10, тихо. Ага. Ясно, что с моим геликоптером? Alexei aura un hélicoptère dans les jours qui suivent. Le grand mâle, baptisé plongeur par Alexei, est de retour. Il est attiré par les saumons qui grouillent dans les eaux paisibles à l'entrée du barrage. Bien que Misha et Masha soient tiraillés par la faim, ils se méfient de plongeurs. Il n'est pas rare qu'un mâle tue un jeune congénère. Misha et Masha se réfugient à l'intérieur du campement.
Mais ils ne sont pas autorisés à s'approcher des maisons. Ils trouvent alors refuge dans un arbre sur la rive. Vassili tente de les chasser avec un bâton. Les jeunes ours doivent apprendre à se nourrir par eux-mêmes, autrement dit, à survivre dans la nature. Le lendemain, le Mi-8 décolle pour un nouveau comptage des saumons depuis les airs. L'hélicoptère met le cap sur les cours d'eau du sud-est du Kamtchatka. Pour repérer les bancs de saumon, Alexei peut compter sur l'aide de l'équipage. Сейчас, наверное, вот тут за это развернемся, за сопкой, да, и пойдем уже. А ты знаешь, сейчас на нас это приковать будет уже с той стороны. Еще пониже пройдем, может, найдем место. Сейчас солнце с этой стороны приходит. Я вот тут добун хороший, блядь. Alexei connaît par cœur les méandres de chaque cours d'eau. Il en est à son 14e été de comptage. Тут можно проснуться еще раз. Там хороший косяк стоял. Сняли у меня. Какой там косяк? Что там вдоль берега хорошо стояло? Ces petits points que l'on aperçoit dans l'eau, ce sont des saumons. Ils arrivent de la mer, ils ne sont pas nombreux. L'hélicoptère poursuit sa tournée. Les saumons qui sont revenus cette année suffiront-ils à maintenir le niveau des effectifs ? Достаточно много для того, чтобы вы спокойно посмотрели эту речку. Alexei a passé quelques 7000 heures de vol à bord des hélicoptères russes. Soit une solide expérience en matière de comptage de saumon et un besoin légitime de reposer ses oreilles. Après 2 heures de vol, on peut le comprendre. Ces appareils sont très robustes et très bruyants. Les hommes pêchent, même si ça ne dure que le temps de la pause. D'autant plus que ça mord toutes les 2 ou 3 minutes. Combien de millions de saumons sont venus frayer dans les cours d'eau du Kamtchatka cette année? Alexei n'a pas le droit de nous le dire. Ce n'est pas vraiment un secret d'État. Disons que c'est une information qui relève de la propriété intellectuelle de notre institut. Nous avons d'ailleurs des instructions strictes à ce sujet. Ça doit rester confidentiel. Disons qu'il y a beaucoup de poissons. Ces cachotteries s'expliquent.
Les relevés d'Alexei Maslov servent à calculer les quotas de pêche et par extension le prix du saumon sur le marché à terme américain. Mais là n'est pas la seule valeur du Kamtchatka. Je suis allé un peu partout, en Extrême-Orient et dans le Grand Nord. J'ai vu beaucoup d'endroits magnifiques. Mais c'est le Kamtchatka qui m'a séduit et j'ai décidé d'y rester. Cette nature fait du Kamtchatka un lieu véritablement unique.